vous dire qu'avec Laurence, eh bien, nous sommes toutes les deux très, très émues et très heureuses parce que c'est le jour J. Ce jour J, depuis 2 ans au moins, on l'a rêvé, on l'a espéré, on l'a souhaité. On a sué beaucoup. Sué, on a travaillé et on a travaillé avec beaucoup d'entre vous. Et on est très, très heureuse que vous soyez avec nous, nombreuses, eh bien, pour lancer et découvrir notre guide, notre premier ouvrage, toutes les deux, de concerts à plusieurs mains, à plusieurs réflexions, et avec l'appui de beaucoup de jeunes. Alors ça, c'est un point sur lequel je voulais tout de suite et immédiatement insister. Vous dire que ce livre, ce document, eh bien, évidemment, pour faire les choses un peu avec force, avec conviction, plus on est ensemble, et aussi avec nos jeunes générations, et plus probablement dans le contexte d'aujourd'hui, on peut se dire que ça pourrait avoir du sens, ça peut avoir un intérêt que de s'adresser aux décideurs d'aujourd'hui et ceux de demain, en travaillant avec eux, en travaillant avec des jeunes, en s'inspirant de leurs questions, de leurs interrogations sur ce qu'ils doivent faire, pourquoi, comment ce futur durable est-il possible, quel type d'entreprise, quel type de décideur on peut être pour tenir les enjeux, pour tenir les trajectoires et pour résister à tout ce qui peut se passer et qui, parfois, évidemment, freine ou gêne. Et bien entendu, donc, on avait commencé avec Laurence à faire des cours, donner des cours. Et on a donné des cours à HEC. On a donné des cours sur le thème « Décideurs du développement durable, atouts et perspectives ». Alors, on a quelques amis qui, dès le départ, nous ont fait vraiment l'amitié de venir plancher avec nous pendant ces cours. Certains sont ici, on va en parler tout à l'heure. Et on a vu nos jeunes, certains et certaines sont ici, on a vu nos jeunes parfois passionnés, parfois totalement ulcérés ou interrogateurs, avec vraiment beaucoup de questions. Et on s'est dit, on y va, on va faire ensemble. Et avec tous ces matériaux que l'on avait rassemblés, on va faire un guide, on va se faire un livre et on va tenter de mettre nos expériences, nos pratiques, nos idées, nos conseils, nos astuces par écrit et le faire avec tous ceux qui peuvent effectivement trouver des voies et des manières pour y arriver. Et pour cela, qui d'autre que notre collectif que l'on aime, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont des semeurs, c'est le CEM, le Cercle de l'expertise à mission. Il se trouve que nous sommes toutes les deux membres du comité de pilotage de ce cercle. Nous sommes ici nombreux présents membres de ce cercle. Ce sont des experts, comme leur nom l'indique, des experts à mission qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie de pousser le bouchon encore plus loin et toujours plus loin pour trouver les trajectoires et avancer. Donc avec nos membres du CEM, avec aussi le C3D. Alors le C3D, pourquoi le C3D ? Vous le savez probablement, on est ici quelques-uns, quelques-unes, et je parle tout particulièrement à Hélène et à Fabrice, et nous avons ensemble créé le C3D, le Collège des directeurs du développement durable. J'en ai été la déléguée générale pendant plus de 10 ans, et j'étais tellement heureuse que j'ai jamais lâché cette maison. Le C3D, on a toujours travaillé ensemble, on a toujours veillé à faire rentrer de plus en plus de membres, et très nombreux maintenant, et c'est un grand bonheur. Et avec le C3D, avec tous nos amis, avec évidemment ma co-autrice, avec toi Laurence, eh bien on s'y est mis, on s'est attelé à cet ouvrage, et on a créé un comité éditorial, on a travaillé, on s'est réunis pendant presque 2 ans. On a des convictions, on a mis sur le papier quelques mots-clés. J'imagine que vous avez pu les découvrir si
grâce à Léa, ici présente, vous avez pu retrouver notre livre. Et n'hésitez pas à le parcourir, n'hésitez pas à le découvrir. Ces mots-là, ils nous animent. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais il peut commencer aujourd'hui. Bien, des acteurs ont déjà engagé la marche, le mouvement, et heureusement. Mais il reste tant à faire, et il reste tant pour tenir les enjeux, et les enjeux sont de plus en plus complexes, probablement. Donc pour y arriver, et ça aussi ce sont des mots que nous avions eu envie de mettre dès l'ouverture de cet ouvrage, des racines et des ailes pour vivre et agir ensemble. Les racines, cette maison ici, l'hôtel de l'industrie, incarne ce que cela veut dire. Bien des savants, bien des innovateurs, bien des chercheurs, bien des entrepreneurs sont venus ici, sont venus témoigner, sont venus agir, sont venus présenter leur vision, leurs actions, parfois leur rage, mais toujours avec cette envie d'avancer dans le bon sens et le plus possible pour tenir les enjeux d'un monde économique peu simple. Et c'est bien ça notre propos. On s'adresse aux acteurs économiques, on s'adresse aux décideurs. Et les acteurs économiques, les décideurs, ils ont les cartes en main en réalité. Ils ont les cartes en main pour y arriver. Et c'est possible. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, c'est possible. Alors je vais peut-être tout simplement laisser à Laurence le soin de nous dire ce que nous avons proposé et quel est le chemin qui est celui du guide pour aider, pour guider les décideurs et rassembler en un clin d'œil, en quelques pages, peut-être tout simplement l'essentiel de ce qu'il faut faire et savoir pour agir. Merci beaucoup Sylviane. C'est vrai que c'était important de rappeler en fait la genèse peut-être aussi de l'ouvrage, parce que la manière dont on a appréhendé le sujet, elle est vraiment liée à la manière dont on a travaillé nos cours à HEC. Et en fait, c'est assez rare. Moi, c'était pas mon premier livre, hein, c'est vrai, puisque j'avais publié des travaux de recherche. En revanche, en termes de genèse d'ouvrage, je trouve que j'avais encore jamais fait ça. C'est-à-dire des bouquins de recherche, j'en avais fait, des essais, j'avais déjà participé à des travaux, mais de se dire, on va réfléchir collectivement à la manière dont quelqu'un qui rentre dans le domaine va pouvoir, ou arrive à une prise de poste, et va pouvoir appréhender, s'approprier le sujet, et là, quand il n'est pas forcément un spécialiste des questions de transformation, et quel type de démarche il doit mettre en œuvre. On avait fait un petit benchmark avec les élèves à HEC et notamment on avait travaillé avec Loeva. On est hyper triste qu'elle ne soit pas là parce que c'est vrai qu'elle nous avait accompagnés pendant 6 mois et on avait regardé ce qu'il y avait sur le marché et beaucoup de bouquins chez Duno notamment, puisque c'est une des grandes maisons d'édition sur la RSE, qui fournit des boîtes à outils. Et en fait, on sait bien, et vous savez bien, vous les acteurs de la transformation et du développement durable, que la boîte à outils, en fait, c'est une version très dégradée de la manière dont on travaille en entreprise. Et c'était assez sympa quand on a fait ce cours avec Sylviane. On a dit, si vous étiez un décideur, on l'a dit aux jeunes, vous y prendriez comment ? Et travaillez-nous un sommaire. Bon, évidemment, on n'a pas repompé tout ce qu'ils nous ont fait, on a retravaillé ça, mais en tout cas, on a fait une approche par celui qui rentre dans le domaine et quel est finalement, on arrive, on prend son poste, voilà, on est à un poste de décision. Alors, vous savez que dans les organigrammes, c'est très variable, ça va de la qualité au RH en passant par la finance. En charge du développement, de la stratégie, en charge du développement durable. Et donc, comment est-ce qu'on appréhende ce sujet-là ? Et en fait, la réponse, on avait pas mal de propositions de plans, et ça a été notre matière première. Puis l'année d'après, on a refait le cours, on a retravaillé nous avec Sylviane, et on leur a proposé à partir du travail de relecture et de réécriture qu'on avait fait, on leur a proposé une deuxième version. Et puis avec notre comité de lecture aussi qui nous a fait plein de commentaires, et ce qui amène en fait le plan que vous avez sous les yeux et qu'on a retravaillé un petit peu aussi avec l'éditeur. Et donc c'est pas exactement une boîte à outils, mais c'est une approche en termes de posture. Voilà, j'arrive et comment j'interagis
avec l'écosystème que j'ai en face de moi en entreprise. Et grâce à cette richesse des contributions des directeurs de développement durable, l'expérience qu'on a acquise au fil des années, on s'est dit, voilà, on va essayer de retraduire cette espèce de démarche et de bonnes pratiques. Il y a aussi une posture de décideur, la manière dont on a un certain nombre de soft skills. On a pas mal travaillé aussi sur la notion de leadership avec Hélène, alors on reparlera tout à l'heure. Voilà, quelle est cette posture spécifique? Et après, évidemment, il y a des outils qu'on peut mettre à disposition, et c'est ça qu'on a essayé de traduire. Et la première question qu'on s'est posée, on s'est dit d'abord, c'est quoi un décideur de développement durable ou de transformation? Parce qu'en fait, on peut être décideur de transformation à de multiples postes et en même temps, dans une même entreprise, à des échelons différents. Et on s'est vraiment posé cette question-là, à qui on parle, de qui on parle, qui incarne. Et c'est ça qu'on a abordé dans le premier chapitre. On n'a pas pu s'empêcher de faire notre petit couplet aussi, études de genre, tout ça, parce que voilà, on trouve que c'est important, de tracer des profils. Mais pour vous dire, voilà, on n'a pas une vision, un peu ontologique du décideur de développement durable. Il existe des postures de développement durable, et voilà comment on vous propose de les aborder. On les aborde en termes de compétences. On avait beaucoup discuté avec Caroline Renou là-dessus. C'est quoi vos compétences? C'est quoi la valeur ajoutée? À quel endroit vous allez pouvoir la tenir? Donc c'est ça qu'on a cherché à faire. Et puis après, on a on a une position qui n'est pas une position, encore une fois, pas de boîte à outils, mais plutôt de stratégie. Donc, c'est quelles sont les premières choses qu'on doit décrypter? Quelle est la stratégie, l'histoire? Quelle archéologie vous faites quand vous arrivez dans une entreprise? Et comment on se positionne en prenant en considération l'épaisseur de l'organisation, de l'entreprise dans laquelle on est, pour pouvoir positionner les enjeux de transformation et de durabilité dans l'épaisseur du terreau de l'existant. Et de travailler à partir du capital, de ce capital social, culturel qu'il y a dans une entreprise pour pouvoir le transformer. C'est ce qu'on a essayé de décrire plutôt dans le second chapitre, bien sûr, de beaucoup travailler avec les parties prenantes. Et on trouve que c'est quelque chose, quand on écoute les directeurs de développement durable, leur parcours, il y a de magnifiques parcours maintenant, comme Sylviane, comme Hélène qui va nous parler tout à l'heure, ou comme Fabrice, des gens qui en fait sont pas nés dans le développement durable, ils ont fait le développement durable. Ils ont fait la transformation. Alors Fabrice passe son temps à dire qu'il a foiré, mais qu'il n'a pas réussi, mais c'est pas vrai, on sait qu'il ment, même si on n'a pas complètement réussi le truc, mais enfin en tout cas on a quand même porté ces enjeux très fortement. Et ces grandes trajectoires qui nous racontent en fait l'histoire de la manière dont on s'approprie dans les couches de l'entreprise les sujets de transformation nous paraissaient très importantes à mettre en évidence. Et puis après, il faut être un peu opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'élaborer sa stratégie une fois qu'on a compris la posture, etc. Alors, tout ça n'est pas linéaire. Là, on le fait de façon un peu analytique parce qu'on est dans un livre, mais évidemment, les choses ne sont pas forcément complètement linéaires. Elles peuvent passer d'un endroit à l'autre. Comment on élabore la stratégie. Et là, pour le coup, on a voulu un peu ouvert la boîte. On a dit des choses qu'on ne dit pas toujours. Comment on utilise ses réseaux, comment on est dans des postures de communication aidantes pour pouvoir obtenir et faire un peu un peu d'analyse transactionnelle. Je te donne ça, tu me donnes ça. Je te file un petit peu d'argent pour t'aider dans une étude et tu me donnes mon prix interne du carbone. Je te diminue les voyages des salariés. Ça fait faire des économies. Et en même temps, tu m'aides à faire passer un truc. Donc, on a raconté ça. Comment, et c'est vrai que c'est pas dans les boîtes à outils de faire de l'analyse transactionnelle. Pourtant, c'est comme ça que ça se passe. On le sait. Comment on négocie les trucs de la transformation d'entreprise. Donc on a décrit un petit peu tout ça et les outils, et puis comment on réussit le passage à l'action et l'implémentation, rentrer dans la profondeur du tissu de l'organisation. Plus l'organisation est large, épaisse, internationale, etc., plus pénétrer dans l'organisation, c'est compliqué et c'est long. Donc on a ce passage à l'action, on a essayé de décrire ces transformations via l'intérieur par les salariés, via l'extérieur, via l'écosystème, comment on s'appuie sur les uns et sur les autres pour bouger ensemble. Ça nous paraissait extrêmement important. Et puis il y a toute une partie d'évaluation, évidemment. Comment est-ce qu'on met en place ces outils de l'évaluation? Alors les responsables de développement durable savent bien que l'évaluation c'est le nerf de la guerre et c'est une grande partie de leur travail.
mettre en place des reportings, etc. Donc, on a terminé par ça. Il y a une autre partie du livre, parce que je ne vais pas m'éterniser, on va donner la parole aux contributeurs. Il y a une autre partie du livre aussi, avec Sylviane. On s'est vite dit, en fait, un livre, c'est un objet qui doit bouger. Et il va continuer à bouger. Et donc, il y a des QR codes qui renvoient à des compléments en ligne qui pourront bouger. On va continuer nos enseignements HEC. Et le livre, il va vivre. Il va vivre d'abord parce que la réglementation, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vivante. Bon, pas toujours dans le bon sens, on est d'accord, mais elle est quand même vivante. Donc, on va pouvoir... Il y a toute une partie pour aller plus loin qui est dans le livre de repérage de l'écosystème, de bibliographie. Et là, quelque chose de très concret, pratique, mais aussi de vivant en ligne qu'on va retrouver au fur et à mesure du bouquin. On termine par des choses qui nous paraissent essentielles, stratégiques. On en a dénombré 20, c'est-à-dire que de ces différents chapitres, on a glané des choses qui nous paraissent complètement stratégiques et à garder en tête. Donc il y a quand même une dimension assez concrète et opérationnelle dans cet ouvrage qui s'achève avec une très jolie postface engagée et dynamique de notre ami Fabrice. Je n'avais pas dit d'ailleurs que la préface avait été écrite, mais vous l'avez vu par Jean-Dominique Sénat. La préface et la postface ne se répondent pas. C'est intéressant. Elles ne se répondent pas, c'est-à-dire que ce sont des formes d'engagement et ce ne sont pas forcément les mêmes. C'est assez intéressant, vous verrez ça, ce qui montre aussi que nous, on est très ouverts sur les différentes postures des uns et des autres, parce que porter une transformation, voilà, c'est pas forcément fait de la même manière, ni avec les mêmes outils ou avec les mêmes principes. Mais c'est assez intéressant, vous lirez ça, cet encadrement de préface et de postface de l'ouvrage qui montre en fait la richesse des démarches. Je m'arrête là, Sylviane. On va donner la parole rapidement. Oui, parce que nous avons la chance d'avoir parmi nous des contributeurs. Peut-être, Olivier, tu veux dire un tout petit mot, parce que nous sommes ici à l'Hôtel de l'Industrie. Olivier Mousson, notre président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui ne pourra pas rester tout à l'heure, nous dit bienvenue. Alors, juste un mot de bienvenue. Vous encouragez à acheter et à lire le livre de Laurence et de Sylviane, qui est... Bon, ça me touche parce que il est né à HEC, moi aussi je suis né à HEC en tant qu'étudiant et je suis directement passé d'étudiant à prof et ça m'a donné envie. J'ai fait une thèse sur la robotique industrielle et donc du coup avec mes étudiants j'ai construit cet amour pour l'industrie. Par rapport à tous ces conseils que vous donnez, si je me réfère un peu à l'histoire de la société d'encouragement, je serai bref quand même. C'est d'abord l'ADN de la société d'encouragement, c'est désiloter. C'est à un même endroit avoir à la fois des scientifiques, des chercheurs, des chefs d'entreprise, et puis des opérateurs publics, des fonctionnaires, des politiques. Et en France, ces personnes ne se parlent pas suffisamment. La deuxième règle, c'est créée par Bonaparte, premier président Chaptal, c'est de dire on n'est pas uniquement à Paris, à Saint-Germain, on va dans les territoires. Autrement dit, Chaptal a dit à ses préfets qu'il avait créés, vous prenez votre carte à son encouragement et vous montez des écosystèmes dans les territoires. Deuxième chose, il faut aussi donner la dimension internationale. On repérait toutes les innovations de l'époque et on les envoyait dans le monde entier en échange à des sociétés scientifiques, industrielles, en échange de bulletins. On a 30 000 ouvrages ici qui sont un peu tout ce qui s'est écrit dans le monde entier sur l'industrie au XIXe siècle. Et puis, je voulais saluer également la présence de Gaël Keinec, parce qu'on a un projet ensemble, et ça me paraît aussi intéressant. On vient de signer un fonds de dotation avec Solar Impulse, Bertrand Picard. Bertrand, il essaye de labelliser des solutions durables, voilà, et de créer, et on a décidé de monter un fonds de dotation sur des sujets essentiels qui concernent, c'est-à-dire qu'il faut aussi casser les silos entre secteurs. Et donc, on a repris, c'est la première communauté d'intérêt qu'on lance dans ce fonds de dotation, qui avait été créé par Michelin il y a 10 ans, même plus que ça, je crois, et qui regroupe des industriels de l'automobile, mais pas que, CMA, CGM, des banquiers, des assureurs, parce que le sujet de la mobilité, il ne concerne pas que le pneu et les voitures.
c'est l'ensemble qui est concerné. Donc là aussi, il faut casser des silos et on va lancer des communautés d'intérêt sur l'eau, sur l'hydrogène, sur la construction. Voilà, je m'arrête. Voilà, et merci encore. On peut les applaudir. Un grand merci Olivier, tu parles des grands groupes de notre industrie nationale. L'industrie nationale, c'est tous les types d'industries. Et je voudrais appeler Hélène Valade, parce que l'industrie du luxe, c'est aussi une industrie. Hélène, elle est non seulement une formidable pionnière dans ces domaines, c'est aussi mon amie, et c'est aussi notre témoin qui ouvre aujourd'hui le bal, on va dire. Mais pourquoi ? Parce que c'est avec toi, Hélène, que nous avons créé le C3D, la première idée, est tellement heureuse que sur ces enjeux-là, mais aussi en cette année du 10e anniversaire de l'accord de Paris, ça n'est pas rien que l'on lance ensemble, avec vous tous, ce guide. Merci pour ton témoignage. Merci à vous. Je sens beaucoup d'émotions chez l'une et chez l'autre et je le comprends parce que c'est la naissance d'un bébé aujourd'hui quand même, ce livre. En plus, vous nous donnez le plaisir de voir des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Gilles Béraud, Laurent Babiquian, Marine de Basler. Merci d'être là pour la sortie de cet ouvrage qui, à mon sens, arrive au bon moment. Parce que vous êtes bien tous rendus compte qu'on est quand même dans une période de backlash de tous nos sujets, à un point d'ailleurs qu'on n'avait peut-être pas imaginé. C'est-à-dire que ça donne un peu le vertige, tout d'un coup, de se rendre compte que tout ce qu'on considérait comme acquis, comme solide, s'avère en fait extrêmement fragile et détricotable assez facilement. Et donc pourquoi j'insiste sur ce contexte ? Parce que ce que vous faites là, réussir sa transformation durable, c'est au fond montrer à quel point le sujet est devenu un sujet professionnel, un sujet lié au business, un sujet qui doit être au fond un peu débarrassé de ses attributs non pas moraux mais moralisateurs, pour rentrer vraiment au service de la transformation de l'économie, de la transformation des industries, comme ce lieu l'indique. Et moi, je suis très soucieuse en ce moment, au fond, de remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus, ce qui veut dire aussi d'avoir le courage de faire un mea culpa sur un certain nombre de choses. Alors, Fabrice, avec son côté extrême qu'on lui connaît bien, dit tout d'un coup qu'il a tout raté. Moi, j'ai un propos un peu différent et je pense que il faut savoir aller considérer qu'il y a des sujets qui nous ont peut-être enfermés dans des logiques de pensée unique, qu'un discours sur la décroissance a conduit à une transition injuste, a conduit à une critique de la démocratie, voire plus, si jamais on n'y mettait pas un terme. Donc voilà, il faut, me semble-t-il, et c'est un peu ce qu'on s'emploie à faire alors, c'est pour ça qu'on va distribuer cet ouvrage à nos membres, vraiment entrer dans une nouvelle ère de la RSE beaucoup plus articulée au business et beaucoup plus professionnel. Et je pense que ce guide l'incarne, donc il tombe à point. Moi, je me suis occupée un peu de l'évaluation et j'ai essayé de mettre au fond toute l'expérience que j'ai apprise en 20 ans maintenant dans ce métier. C'est d'abord la nécessaire conviction d'un président. Si on n'arrive pas à convaincre un président, ça ne marche pas. C'est la nécessaire évolution de la gouvernance. Et quand on regarde l'histoire sur les 15 dernières années, la gouvernance de nos entreprises a profondément changé et a intégré ce sujet de durabilité et RSE. Et puis la dernière chose, même si j'ai plein de choses à dire sur cette question, mais je ne vais pas vous embêter, c'est la part du business consacrée ou découlant du développement durable, c'est-à-dire la transformation des produits et la transformation des services. Et ça, pour moi, c'est le seul critère d'évaluation d'une transformation réussie, c'est-à-dire la manière dont ça a transformé non seulement un modèle économique, mais pas seulement un modèle économique, les produits qui sont mis sur le marché par l'entreprise en question. Voilà, donc mesdames, bravo. Et merci à toi, et merci de votre bonne humeur et de votre joie sur ces questions. Franchement, en ce moment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Un grand merci. Et je voudrais aussi donc passer la parole à un autre grand monsieur de ce sujet, Antoine Cyr, qu'il nous rejoigne, parce qu'Antoine, là, eh bien, on est dans une autre grande
structure, industrie, la banque BNP Paribas. Et Antoine nous a fait aussi l'honneur de témoigner, de contribuer, d'écrire, parce qu'ils sont auteurs autant que nous dans cet ouvrage. Merci, mais c'était effectivement un plaisir de contribuer à l'ouvrage de Sylviane et de Laurence. D'abord parce que effectivement, et ça fait écho à ce qu'a dit Hélène tout de suite, cette transition, cette transformation, c'est d'abord un travail. C'est-à-dire que dans l'entreprise, quand il faut prendre les choses différemment de la façon dont on faisait avant, en fait, ça va modifier énormément de choses, ça va avoir énormément d'implications, et faire que tout se passe bien, c'est un travail. C'est un travail parce qu'il faut convaincre des gens, c'est un travail parce que l'entreprise, c'est un mélange de situations humaines et d'équations très mathématiques qui sont toutes imbriquées les unes aux autres, et que chaque fois que vous faites une transformation en profondeur, vous allez en fait modifier énormément de choses. Alors nous, BNP Paribas, dans une banque, on est bien placé et concerné de deux manières. D'abord, on est bien placé parce que finalement, une banque, ça n'est jamais que l'addition de ses clients. Nous, on est une banque très orientée vers les clients. On ne fait pas de l'argent avec de l'argent. On rend un service à nos clients. Et pour nous, ce qui est effectivement fascinant et très intéressant, c'est voir comment nos clients, de la multinationale qui a besoin de transformer l'efficacité énergétique de ses installations, jusqu'à l'individu qui veut rendre son logement plus efficace énergétiquement, mais aussi je dirais le jeune étudiant qui est d'un milieu défavorisé et qui veut essayer de faire des études intéressantes. Ça fait aussi partie des choses qu'on regarde. Et donc finalement, accompagner les clients dans cette transformation, c'est quelque chose de très important, et une banque a la possibilité de le faire, mais elle doit s'organiser pour le faire. Donc ça va parfois de choses, je prenais l'exemple des étudiants. Aujourd'hui, on propose du crédit étudiant sans garant aux étudiants qui sont accompagnés par une association, parce que ça nous paraît faire partie des choses qui sont importantes pour l'égalité des chances. Et dans le même temps, on accompagne évidemment les gens qui veulent faire leur transition en matière d'efficacité énergétique. Alors, mais c'est aussi... c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous êtes une banque, vous êtes aussi challengé parce qu'à un moment, on vous demande de ne pas être neutre par rapport à cette transition. Et on vous demande de prendre des positions et de faire des choix qui ne vont pas vous limiter à proposer les produits qui aident les gens à faire la transition, mais à prendre des décisions qui sont des décisions qui vont réellement changer la donne. Et donc là, pour faire ça, déjà, il faut accepter d'être challengé. Parce que, évidemment, les challenges qui existent aujourd'hui dans la société ne sont pas toujours présentés de manière extrêmement aimable ou amicale, mais ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il faut considérer que les gens qui vous challengent vous font avancer. Finalement, quand un client vous challenge parce qu'il trouve que votre produit n'est pas assez bon, il ne vous le dit pas non plus toujours de manière très aimable. Et donc, c'est à vous d'être aimable. Et puis après, les clients sont souvent des gens formidables. Donc, une fois que le challenge est passé, ils redeviennent aimables. Donc, ça fait partie de la vie. Et nous, par exemple, à un moment, les ONG nous ont dit, écoutez, vous êtes le plus gros financeur des énergies fossiles en Europe. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert avec eux, parce que nous, notre sujet, c'était pas d'être un gros financeur des énergies fossiles, c'est qu'on est la première banque des entreprises en Europe, et on est la première banque dans fait tous les secteurs industriels. Donc, on s'est aperçu qu'on était la première banque de l'énergie. Et au fond, petit à petit, ça s'est pas fait non plus en 2 heures, c'est quelque chose c'est une vision qui s'est structurée progressivement dans la tête de nos dirigeants. On s'est dit, au fond, personne ne nous croit réellement capable de substituer méthodiquement
tous nos financements aux énergies fossiles par des financements aux énergies bas carbone, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose qui est à notre portée, c'est quelque chose qu'on va faire. Et c'est donc quelque chose, c'est une chose dans laquelle on s'est engagé il y a plusieurs années et dans lequel aujourd'hui on a, je dirais, quasiment terminé le parcours, puisque 80% aujourd'hui des financements du portefeuille énergie de BNP Paribas sont des financements aux énergies décarbonées, c'est-à-dire essentiellement le renouvelable et un tout petit peu de nucléaire. Et les décisions concernant les 20% restants sont déjà prises. C'est simplement parce qu'il y a une inertie dans un portefeuille de crédit qui fait que vous ne pouvez pas tout changer en une nuit. Les décisions prennent un petit peu de temps à se traduire dans votre portefeuille de crédit. Donc toute cette dimension de travail, cette dimension un peu pondéreuse, elle est très bien mise en lumière par le livre. Et au fond, que ce soit un travail et que ce soit un peu lourd, c'est extrêmement rassurant. Parce que si vous voulez, si vous allez voir un Égyptien qui est au milieu de sa pyramide et que vous lui dites il faut que tu arrêtes de faire ta pyramide, il risque de vous dire écoutez, vous êtes gentil, hein, mais moi j'ai déjà fait une grande partie de la pyramide et donc je vais continuer à faire la pyramide. Et donc je pense que même si Fabrice qui nous alerte et qui joue toujours un rôle d'alerte très utile et très important va nous dire qu'on est encore loin d'avoir fait la moitié de la pyramide, je ne sais pas si on a fait la moitié, le quart ou le tiers de la pyramide, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà suffisamment avancés dans la construction de la pyramide. Dans les fondations de la pyramide et qui posent des pierres encore. Pour ne pas se laisser complètement arrêter par je ne sais quelle personne un peu énervée à l'autre bout de la planète. En tous les cas, un grand merci Antoine. 20 siècles nous contemplent, tu vois. Merci beaucoup, on applaudit aussi parce que alors vraiment Et du coup, on va donner la parole à Fabrice, puisque tout le monde lui demande comment faire et que dire. Alors, je vais faire plus simple. Alors, je vais vous lire la postface. Comme ça durera que 2 minutes. Hein. Donc, postface, ok. Réussir sa transformation durable. Alors, pour une entreprise, se transformer, c'est d'abord remettre en question ce qui a fait son succès avant. Bah oui, par définition. Et c'est pour cela que c'est si difficile. Alors, lorsque la situation économique n'est plus propice, quel cas en ce moment, le premier réflexe est rarement la transformation du modèle d'affaires, mais plutôt un back to basic vers les mêmes schémas rémunérateurs qui maximisent la création de valeur financière au détriment de l'environnement et des droits humains fondamentaux. On assiste à ça en ce moment. Aujourd'hui, l'urgence écologique, parce qu'il y a quand même des scientifiques qui nous le disent, impose une transformation durable, c'est-à-dire la prise en compte des limites planétaires avec la nécessité économique, car il y aura toujours des salaires à verser. Hélas, cette évidence n'est pas partagée. Ou plutôt, la méthode proposée par nombre d'acteurs économiques repose sur un « en même temps » complètement hors du bon sens et des faits scientifiques. Non, la transformation durable ne pourra pas être de poursuivre la même frénésie consumériste dans les pays à haut revenu, chez nous, fussent-elles générées par des énergies renouvelables, mais d'accepter la réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique globale en le planifiant démocratiquement et en réduisant les inégalités dans un souci du bien-être pour tous. Pour réussir cette transformation, il y a plusieurs conditions à rassembler. D'abord, faire si possible émerger un leadership écoféministe pour sortir du culte de la compétition pour entrer dans l'ère de la coopération. Et dans ce domaine, les femmes sont mieux câblées, il faut reconnaître, à condition qu'elles renoncent à singer les hommes. Expliquer aux membres des conseils d'administration de troquer la quête de la performance par le Graal de la robustesse. C'est pas de moi, mais c'est bien dit. Autrement dit, accepter de réduire la profitabilité pour gagner en durabilité. Être plus durable, c'est en effet reconnaître la matérialité d'impact et notamment les impacts négatifs. Non, la plupart des entreprises ne gagneront pas plus d'argent en devenant plus durables, car elles vont devoir prendre en compte dans leur processus de production des coûts de réparation, de régénération, de compensation et de préservation de la nature qu'elles n'avaient pas à intégrer auparavant du fait du laxisme des règles de droit de protection du vivant humain et non humain.
Se transformer, c'est aussi abandonner l'économie linéaire au profit de l'économie permacirculaire, qui consiste à éco-concevoir des produits pour ensuite commercialiser leurs usages, et donc en renonçant à les vendre aux clients utilisateurs. L'économie de la fonctionnalité n'est plus une option, c'est une obligation pour réduire les pressions sur l'environnement, tout en maintenant une rentabilité financière basée sur l'intensité d'usage. Mais la transformation durable, c'est aussi re-questionner sa raison d'être, car rendre durable l'inutile n'a aucun sens, dans un monde dans lequel le respect des limites planétaires fait que nous ne pourrons pas à la fois verdir l'essentiel et l'accessoire. Pour faire cela, les entreprises vont devoir interroger leurs parties prenantes non contractuelles à propos de leur utilité sociale. D'ici quelques années maintenant, les entreprises qui ne répondront pas à des besoins essentiels sont condamnées. Elles ont donc tout intérêt à commencer rapidement à réfléchir comment se repositionner sur les marchés qui continueront de faire sens sur une planète dont les flux physiques vont se contracter et les matières premières se raréfier. Enfin, pour se transformer durablement, il convient d'adopter une méthode car l'improvisionnement est mauvaise conseillère. Alors heureusement, des associations comme le C3D évidemment, mais aussi Genact, proposent à leurs entreprises membres des modèles d'affaires à visée régénérative et contributive qui sont les plus à même à garantir les mutations indispensables pour assurer une pérennité programmée de nos organisations humaines. Inch'Allah. Un grand merci. Vous le voyez, chaque mot compte dans un livre et merci à toi parce que tu étais aussi à HEC avec nous, le premier intervenant dans notre cours, décideur du développement durable. Ouais, ça les a marqués, hein. Et ça, c'est formidable. Et j'en appelle un autre d'intervenant. J'en appelle un autre. Voilà. Voilà. Mais avec nous, tu n'es pas sorti et tant mieux parce que au contraire, HEC a poursuivi, nos cours se sont développés et j'appelle maintenant Guilhem Isaac Georges parce que Guilhem, lui aussi, est intervenu à HEC, notamment avec nous. Et Guilhem, il est aussi l'un des dirigeants, l'un des directeurs Impact d'une entreprise. Pour le coup, c'est pas un énorme grand groupe mondial comme ceux que l'on vient d'entendre peut-être, mais le tien, il devient grand. Et grâce à qui? Grâce à toi. Je ne sais pas si c'est vraiment grâce à moi. Effectivement, moi, je représente ici un peu la Startup Nation. Je représente une entreprise qui s'appelle Content Square, qui est une scale-up de la French Tech. On est à peu près 1500 collaborateurs et on fait des services de web analytics. Et le témoignage que je voudrais apporter ici, c'est que j'ai rejoint cette entreprise il y a un peu plus de 3 ans avec beaucoup de naïveté en me disant que j'allais arriver dans un monde où à la fois la moyenne d'âge était jeune, où on était dans l'agilité, dans la rapidité et probablement avec une conviction déjà existante sur les enjeux de la transition et ce qu'il fallait faire. La réalité est tout à fait différente de celle-là. On est dans une entreprise tout à fait classique, très attirée par les États-Unis, par ses facultés d'investissement, etc. Et on n'est pas du tout dans une démarche facile. Il y a énormément de convictions à faire et l'essentiel de mon temps, je l'emploie à ça finalement, plutôt qu'à faire des actions qui changeraient réellement la donne. Donc le livre, je trouve, est très intéressant de ce point de vue-là parce qu'il donne énormément de clés pour faire et je trouve qu'il est également très complémentaire de ce qui est fait à HEC. On voit le travail considérable qu'il y a à accomplir pour convaincre et pour en fait faire changer ces logiques d'organisation et faire changer des business models aussi. Je souscris tout à fait à ce qu'a dit Laurence tout à l'heure. Imaginez qu'on fera des transitions sans réussir à amener la preuve de l'impact business que ça peut avoir. C'est une cause perdue, ça ne fonctionnera pas. Donc on est obligé de se situer dans cette logique-là. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement aujourd'hui. On est devenu une entreprise à mission et on essaye de développer des nouveaux produits qui contribuent à au moins améliorer ou faciliter la transition de nos clients vers des modèles plus vertueux. C'est pas simple, on a un manque de ressources chroniques et on essaye d'amener la preuve de la valeur que ça peut avoir pour le client. Mais j'étais tout à l'heure dans une conférence, je suis intervenu après des collègues qui présentaient des modules sur l'intelligence artificielle.
la scène s'est très largement vidée et j'ai eu peut-être le quart de l'assistance de la conférence d'avant. Je ne sais pas si certains étaient à Vivatech la semaine dernière, mais c'est absolument flagrant aujourd'hui la quantité d'investissements, la quantité de discussions qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'on soit sur une logique d'intelligence artificielle qui vienne réellement résoudre les problèmes qui sont face à nous. Et là-dessus, et je conclurai sur ça, on voit bien qu'on a un sujet européen très fort. On a un manque chronique d'investissement sur les startups en Europe qui pourraient être des éléments de transition importants, et elles cherchent toutes à aller faire des IPO ou des exits aux États-Unis, et ça, c'est pas possible. Il va falloir qu'on change cette donne-là, et pour ça, il faut susciter des vocations chez les professionnels qui ont envie de travailler sur ces sujets-là, et évidemment chez les jeunes qui sortent de formation et qui demain vont faire des professionnels de la RSE. Ça sera absolument nécessaire. Merci, on a essayé de traiter, c'est vrai, grâce à toi. Merci. Ce sujet de l'intelligence artificielle, je pense qu'on le développera encore dans les futures versions, effectivement. Dans un instant. Et alors, pour parler aussi effectivement de ces grands enjeux, de ces sujets qui parfois ne sont pas simples, mais qui sont européens aussi. Moi, j'appelle Sébastien Mandron, parce que Sébastien, il va nous parler de ce qu'il a notamment en charge au C3D. Il est en charge de toutes les questions de RSE, CSRD. Il est l'un des plus grands spécialistes, allez, on va dire, au monde de la CSRD. Allez, je te le dis. Non, parce que c'est vrai, et tu l'as écrit, et tu l'écris très bien. Que je suis spécialiste mondial, non, ça je l'écris pas. Non, moi je viens avec les bonnes nouvelles, en fait. Moi, ce que je vois, c'est juste 2 chiffres. J'ai, entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, plus 30% de demandes de questions RSE dans les appels d'offres des clients. Je me suis dit, c'est beaucoup quand même. Hein. Premier trimestre, ça sera moins. Non, c'est 44%. D'accord ? Ça, je ne l'avais jamais vu. D'accord ? Ça, c'est le premier grand message. Alors, des questions RSE, on en a toujours eu. Hein. Des fois, c'était des QCM, des trucs, des machins. Et là, aujourd'hui, je me suis encore fait une réunion dans laquelle, en fait, le client demande des clauses dans les contrats de décarbonation. On ne l'a jamais vu. D'accord ? C'est un lien direct avec la CSRD dans lequel, si vous vous rappelez, avant, on était SBTI, on expliquait qu'on allait tous faire les accords de Paris. On levait la main, on disait « Croyez-moi, je le fais, je vais bien le faire ». Et on disait « Ouais, t'as raison, c'est bien ». Et la CSRD, elle vous fait, il faut faire un plan de transition chiffré. Et depuis qu'on a dit ça, tout le monde commence à regarder comment il va faire. D'accord ? Et c'est un impact direct de la réglementation. Donc, tous ceux qui disent depuis un certain nombre de mois qu'il n'y a que la réglementation qui font avancer les choses dans notre domaine, c'est bien ce qu'on voit. Voilà, c'est bien ce qu'on voit. Et tout le monde est en train de faire face à cette réalité qui est décarboner. Il faut vraiment s'y mettre parce qu'on n'a pas la solution immédiatement. Il y a des sujets qui sont faciles, qu'on peut trouver tout de suite parce qu'en fait, on n'a jamais regardé. Donc ça, c'est facile. On va prendre les actions. Et après, on va avoir des actions de mesure, et ensuite, on va transformer plus profondément. Et nous, ce qu'on voit, c'est que depuis janvier et depuis décembre, depuis que cette nouvelle réglementation est en place, c'est que vous avez 600 entreprises en Europe qui ont publié, dont 80 Allemands. Je vous rappelle que les Allemands étaient les plus grands opposants. Ils ont expliqué que ça ne servait pas à grand-chose. Vous trouvez les 80 plus grands majors allemands qui ne seront donc pas soumis réglementairement, qui ont publié. Voilà. Donc, tout ça pour illustrer concrètement que pour ceux qui auraient des doutes, la réglementation, ça a un impact, ça a un impact positif. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir se dépêcher de transformer parce que, on a toute la vague des clients qui posent des questions pour décarboner ce qu'on leur vend et qu'on attend logiquement la vague des investisseurs sur le deuxième semestre qui devrait également se saisir de ce sujet. Voilà. Super. Merci. Grand merci. Belle clarté. C'est vrai que c'est les bonnes nouvelles, ça, des demandes qui viennent des clients. Et côté État, effectivement, au niveau de la direction des achats de l'État, on a aussi des consignes pour le faire. Et nous, on le fait, effectivement, au CNES, et on voit vraiment l'impact de la réglementation là-dessus. Tout à fait. Et donc, je mets plein de clauses pour que tes clients te les demandent et que la chaîne fonctionne. Voilà. Donc, tout est en fait une affaire de chaîne et d'écosystème. Alors, puisqu'on va parler d'écosystème, moi j'appelle Gaël. Gaël Keinec, parce que ça, c'est l'écosystème, notamment de la mobilité. Hein. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure du SEM. Tu es aussi un des membres de notre comité de pilotage, du cercle de l'expertise à mission. Donc, voilà. Mais tu es aussi un des plus grands spécialistes, ancien directeur de la prospective de Michelin et un spécialiste de la question des
consortium, des alliances entre acteurs pour agir. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, Olivier Mousson a parlé du projet Moving On qu'on est en train de reprendre ensemble et avec d'autres, et qui d'ailleurs je vais être colocataire de Sylviane et de la société d'encouragement. Mais dans le livre, je suis intervenu avec ma casquette précédente, qui était effectivement le directeur de la prospective de Michelin, que j'ai créé et dirigé pendant 8 ans. Avant de devenir moi-même consultant en prospective et de reprendre donc l'écosystème Moving On, qui est un écosystème Think and Do Tank dédié à la mobilité durable, où il y a une trentaine d'entreprises plutôt importantes et plutôt françaises qui essayent de réfléchir ensemble à des solutions concrètes de mobilité durable. Mais comme mon propos je suis sur les prospectives, et je vais un peu aller dans le sens de Sébastien, que je ne connais pas, mais on va rattraper ça très vite, au sens où effectivement, tu parlais de tactique un petit peu, et il ne faut pas avoir honte de faire de la tactique pour une juste cause. Donc, une des tactiques, c'est pas qu'une tactique, mais c'est aussi une tactique, et c'est ce qui est expliqué dans le livre, pour amener au développement durable, c'est la prospective, c'est penser le futur. Et parce que quand on pense le futur dans les années 2020, nécessairement arrive sur la table le sujet du développement durable et des limites planétaires. Ce n'est pas le seul. Il y a quelques autres soucis géopolitiques, il y a quelques autres technologies disruptives, l'IA, on en a parlé, mais quand même, dans les méta-tendances qui structurent notre futur, on ne peut pas passer à côté du développement durable et du fait que nos business models surconsomment des limites planétaires, apportent pour cela probablement un confort matériel, certainement un confort matériel, une santé que jamais l'humanité n'a connue, ce qui fait notre nombre qui accroît notre pression sur la planète aussi. Mais on amène ces sujets. Et quand on amène ces sujets, bien souvent, en fait, c'est le décideur lui-même ou ses équipes qui augmentent le niveau d'exigence. Qui dit lui-même, mais en fait, on ne va pas assez vite. Ah ben non, effectivement. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Tu ne vas pas tout à fait assez vite. Et c'est vrai que donc certaines entreprises font ce choix d'avoir une équipe prospective. Donc ça a été le choix de Michelin. Ils m'ont nommé à ce poste. C'est pas moi qui leur ai dit il en faut une. Mais le fait est que ça a été un levier extraordinaire, une grosse partie du faisceau d'influence qui a fait changer de braquet complètement l'approche durable de Michelin, d'une approche plutôt défensive, de limiter l'impact plutôt négatif sur le business classique de ces contraintes, à une approche totalement offensive, parce que c'est l'enjeu du siècle que de remettre notre business model et la mobilité, pas que bien sûr, mais qui inclut la mobilité, dans les limites planétaires. Donc je vous encourage à faire travailler vos décideurs sur le futur, parce qu'en travaillant sur le futur, ils ne pourront pas éviter d'avoir des ambitions de transformation durable, du moins s'ils admettent la science, ce qui est quand même plutôt le cas des dirigeants français, qui sont quand même plutôt sciençophiles en général. Et par ailleurs, ça amène aussi un certain optimisme, parce que un des délivrables de la prospective, c'est quand même de donner envie du futur. Alors je rejoins Hélène Valade qui disait que peut-être on s'y est mal pris en communiquant un peu trop sur une écologie, on a dit punitive ou coercitive. Le discours « la fête est finie ». Alors moi j'ai des ados, quand je leur dis « la fête est finie », ça passe pas. Ils ont un peu envie de la continuer un peu quand même. Si je leur parle d'un autre futur, si je leur dis, mais tu sais, si t'as pas complètement à la gueule de bois, demain on fera peut-être ça. Si tu te lèves avant 11h, peut-être on fera... Ah ben oui, donc, oh là, je leur parle d'un autre futur. Donc c'est ça qu'on probablement ne fait pas assez collectivement, c'est de décrire un autre futur, un futur finalement plus désirable que celui dans lequel on s'est enfermé par convention et qui n'est pas durable, comme la science nous le rappelle. Donc la prospective, ça donne aussi envie du futur, envie de levier pour construire autre chose. Donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans ce bouquin. Merci beaucoup vraiment d'avoir porté ce message, parce que vraiment on peut l'applaudir, parce que
C'est vraiment une des valeurs qu'on veut porter, qui est puissante dans ce livre et qu'on porte très fort avec Sylviane. C'est vraiment le sujet des narratifs désirables. Il y a vraiment tout un chapitre, enfin une partie là-dessus pour expliquer comment on crée du futur désirable, des narratifs, et comment il faut porter ça comme message au sein de l'entreprise. Donc c'est très important que la prospective est une façon d'y arriver, de lutter contre la tragédie des horizons. C'est formidable. Merci beaucoup. Un grand merci, effectivement, Gaëlle. Et peut-être sans transition, j'appelle Hélène Le Thénault, parce que pour parler de ces sujets, les sujets des décideurs, les décideurs, qu'est-ce que ce sont les décideurs? Ce sont des hommes, des femmes, ce sont des acteurs, des actrices avec leur façon d'être, mais parfois aussi, peut-être se méprennent-ils parce qu'ils utilisent les outils d'aujourd'hui, peut-être trop, ou peut-être avec trop l'envie de ne plus décider eux-mêmes, n'est-ce pas? Puisque l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça nous accélère la transformation? Est-ce que ça la permet? Sans doute que oui. Mais comment fait-on si ce n'est pas l'homme ou la femme qui décide? Alors, tu nous parles de cela dans le livre, Oui, Hélène. Merci beaucoup, Sylviane. Et merci, Hélène. Je dis juste, tu Ouais. présides un think tank très important, une association importante, Earth Leadership University. Je vous le conseille. Regardez ce que fait Hélène. C'est une des grandes actrices de ces sujets. Merci beaucoup, Sylviane, pour cette introduction. Donc, effectivement, en peu de mots, dans notre association Heart Leadership University, on a une mission qui est de contribuer à faire évoluer les imaginaires et les pratiques du leadership. Et je pèse mes mots. Et j'ai bien dit faire évoluer et pas révolutionner, parce que la révolution, c'est assez souvent violent et brutal, mais l'évolution, elle est bien nécessaire. Elle est nécessaire face à 3 défis que vous avez bien présentés, illustrés dans le livre, les questions écologiques, les questions sociales et les usages déviants de l'intelligence artificielle. Et quand, Sylviane, tu m'as proposé d'écrire un encadré dans ce livre, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps aussi, je me suis dit que vraiment ce qu'on avait envie d'éclairer particulièrement, c'était une forme d'impensé, ou en tout cas un raccourci un peu trop rapide, et des directeurs généraux et des directeurs du développement durable sur les usages déviants de l'IA. On va trouver des tas de gens pour nous présenter des usages utiles et intéressants de certaines IA. On va trouver moins de gens qui ont envie d'ouvrir le capot du moteur pour regarder à 360 degrés les différents risques et impacts négatifs des IA. Tout comme pendant des années, on n'a pas trouvé grand monde pour regarder d'assez près les impacts négatifs d'un modèle productiviste extractif. Bon. Et bien là, c'est pareil, mais en plus rapide. Voilà. Donc, dans l'encadré, dans le livre, vous verrez quelques ressources d'intérêt général, à mon sens. Une cartographie des risques des IA faite par le MIT, qui s'appelle le AI Risk Repository, qui est extrêmement instructive, parce qu'on a tous en tête probablement ici certains des risques, des biais, des fake news, une empreinte écologique élevée. Mais enfin, ça en fait 3, et en réalité, il y en a des centaines. Donc, un dirigeant et un leader d'une transformation durable au sens savoir durer, a intérêt à faire un détour par cette exploration de tous les différents risques des IA. Deuxième ressource, une étude qu'on a publiée en partenariat avec le Centre des jeunes dirigeants, également dans l'idée qu'il n'y a pas que les grandes entreprises dans la transformation durable, mais les PME aussi ont ces enjeux, pour éclairer, là encore, la question du juste usage des IA dans un contexte donné. Donc, il n'y a pas une recette magique, mais il y a quand même un certain nombre de bonnes questions à se poser et d'études de cas inspirantes. Et enfin, dernier point, on va livrer en septembre une étude prospective. Gaëlle a parlé de prospective, parce que dans les compétences clés d'un leader, il y a quand même la vision. Et la vision des différents futurs possibles et pas seulement des futurs souhaitables. Bon. Et donc, on a fait une étude de prospective sur des futurs avec IA en 2035. On va livrer mi-septembre. L'étude sera publique et je vous invite aussi à la consulter. Parce que dans les futurs possibles, il y a donc des futurs sous forte contrainte de ressources qui sont nécessaires à ces essors du numérique. Et puis des futurs qui posent des questions géopolitiques et géostratégiques majeures sur le poids des acteurs américains, GAFA, ou asiatiques, chinois, Batix et tous les autres. Et donc, je ne pense pas que le monde de la RSE classique et les acteurs de la CSRD et tous les autres doivent passer un peu trop vite sur les sujets d'IA. Je pense au contraire, ils ont un rôle essentiel pour remonter ces sujets-là à un niveau stratégique dans les COMEX, dans les comités de direction, voire dans les conseils d'administration. Pour conclure sur le livre, j'ai été ravie de contribuer à cet ouvrage collectif. Et chez HLE, on a une conviction partagée, c'est que le livre est un outil salutaire pour les dirigeants à tout âge.
On est tellement convaincus que de ça qu'avec Sylviane, on est en train de monter un prix du livre du Heart Leadership qui aura lieu le 26 novembre. Je vois au fond de la salle un monsieur qui se cache, qui en sera le parrain, Louis-Albert Debreuil. Je vois Florence Gaimi qui sera membre du jury. Et donc, je vous invite à faire de la veille là-dessus aussi parce que les livres sont salutaires. Voilà. Merci. Merci Hélène. Alors, que dire de mieux que de dire encourageons les leaders, encourageons les décideurs à lire et à relire, autant que faire se peut, tout ce qui peut être utile pour agir, pour penser et pour s'émerveiller parfois, mais aussi voir des choses positives, parce que, en tous les cas, dans le nôtre, c'est bien ça que l'on cherche à faire, c'est montrer ce qui est possible, dire comment le faire avec des mots simples, simplifier, parce que parfois, on le sait, ces sujets-là, quelques-uns aiment bien les rendre complexes ou aiment bien donner des tas de mots déjà jargonneux qui rendent ce sujet parfois un peu abscons, alors que c'est simple, avec beaucoup d'intelligence durable, on peut faire des choses vraiment qui transforment. Vous l'avez entendu à l'instant, avec Laurence, nous maintenant, on vous donne rendez-vous dans le livre, lisez-le, propagez autant que faire se peut ce qui peut être fait à partir de ce qui est indiqué là, et puis regardons ensemble comment, avec nos jeunes, je vois Yasmine qui est un peu une des représentantes, il y a également Arthur, je crois là-bas, qui... on est heureuse avec Laurence que cette année encore, dans différentes écoles, nous donnons des cours. On a pu intervenir, vous le savez évidemment aussi, par exemple, à Regent School, parce qu'il y a aussi des écoles qui sont des écoles spécialisées sur ces sujets-là et qui ont des jeunes qui viennent là pour cela. Donc ça, c'est une très belle école dans laquelle on est heureux également d'intervenir. On est intervenu bien sûr dans d'autres écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou d'autres écoles de commerce. On ne va pas, évidemment, tous nos amis qui soient à l'ESSEC ou ailleurs, à la chaire de transition écologique de l'ESSEC, par exemple, on les salue et on les remercie parce qu'on agit évidemment avec tous. Mais on voulait tout de même adresser des remerciements tout particulier. Marie-Pierre est là et je voudrais qu'elle vienne un instant nous dire un petit mot, juste un petit mot, parce que Marie-Pierre, c'est avec elle et c'est avec Arthur qu'on relance cette année nos 3 TD, et Arthur vient, nos TD qui vont être à HEC pour les 380 élèves qui arrivent en première année. On a là une école qui va mettre le paquet et autour de notre livre, et on va agir ensemble dès la rentrée. Encore ? Merci beaucoup, merci pour cette présentation et puis merci de nous faire venir ici, on est très honorés. Voilà. On a bien travaillé l'année dernière, c'est vrai, avec 3 TD pour toute la promo des premières années, 3 fois 3 heures, c'était vraiment un beau challenge. Il y avait Gaël aussi qui était fort impliqué et puis un pool de consultants que vous avez monté d'experts. Donc on recommence cette année avec Arthur. Non, mais c'est ça, du coup, on recommence. Moi, j'ai suivi le cours de Sylviane il y a 1 an et demi, quand j'étais étudiant à HEC. Là, cette année, je suis reparti côté Sciences Po. Et du coup, maintenant, j'accompagne le cours aussi avec François Gémen, que je viens de voir à l'instant et qui devrait passer tout à l'heure d'ailleurs. Eh bien, c'est formidable parce que nous allons traiter avec le cours magistral de François Gémen sur les enjeux planétaires. Eh bien, on poursuivra, et Laurence et moi, avec Gaël, avec toute l'équipe des Summers, puisque nous sommes nombreux à donner ces cours dans les écoles, dans les instituts, et ici même, parfois, donner aussi quelques conférences. On est prêt d'ailleurs à le faire avec vous, avec tous ceux qui le souhaitent, donner des conférences dans vos entreprises, dans vos fédérations professionnelles, dans vos associations, dans vos organisations, avec grand plaisir. Et tout cela, on ne pourrait pas le faire sans Delphine. Et Delphine, elle va nous rejoindre aussi, parce que Delphine, c'est notre éditrice. Voilà, je vous la présente. Bonsoir. Parce qu'on est tellement heureuse de l'avoir avec nous, évidemment, ce soir. C'est grâce à toi, Delphine, que nous sommes là. C'est parce que Duno, un jour, lorsqu'on est arrivé avec notre petite note concept éditorial, préparée avec nos élèves, préparée avec notre comité éditorial, préparée avec Jean-Pierre Maugendre, qui est là-bas au fond, mais qui a fait un travail magnifique avec nous tous,
eh bien, on est arrivé et elle nous a dit banco. Et en plus, presque tout de suite. Hein. Ouais. Alors, j'ai vérifié. Vous saviez la date à laquelle vous l'aviez envoyé, c'est le 18 juin 2024. Donc, on est presque à l'anniversaire pile poil, là. On dit souvent qu'un livre, c'est un bébé. Il faut 9 mois, plus 3 mois de commercialisation et autres. Donc, oui, voilà, c'est vrai. C'est un temps long. Les livres, ça devient une richesse vraiment pour la profondeur de la recherche que vous avez menée. Et de ce point de vue-là, c'était une évidence et c'était facile parce que tout était bien structuré, vous étiez à l'heure, donc le rêve pour un éditeur. Et en même temps, c'est toujours une grande prise de risque, un livre, parce qu'on ne sait pas s'il va rencontrer ses lecteurs. Maintenant, on a des super IA qui donnent plein de réponses tout de suite, pré-mâchées, et on n'a plus forcément envie de se farcir un livre de 200 pages. Et moi, ma vision de l'édition, c'est que je crois beaucoup que ça a de la valeur encore et que ça en aura encore longtemps, parce que justement, ça permet de préparer cette réflexion, d'amener votre vision, et le livre, il est là pour transmettre. Donc, c'était une évidence, c'est un risque, et puis je crois que c'est une invitation. C'est l'invitation de ce soir à discuter avec tout le monde et un encouragement à transmettre à votre tour ce en quoi vous avez participé et aux prochaines discussions à venir. Voilà. Merci à vous de nous avoir fait confiance. Merci, et merci vraiment à Duno, parce que c'était un pari. Nous, on a tenté de le tenir, effectivement, et merci pour l'accompagnement qui a été celui de l'ensemble de l'équipe Duno. C'est formidable. Moi, c'était ma première expérience, mais quoi qu'il en soit, peut-être y aura-t-il d'autres éditions. On va le tenter. Vous l'avez compris, dans le livre, il y a des QR codes, il y a des parties qui pourront être révisables régulièrement. Toutes les parties sur la réglementation, parce que ça change un peu, toutes les parties sur la bibliographie, ça change un peu, toutes les parties qui sont sur les événements clés, les événements qui comptent pour faire de la durabilité, toutes les parties sur l'ensemble des ressources, tous les contenus un peu nombreux, vous pouvez y accéder dans le livre en lecture rapide, mais aussi avec les QR codes. Ça, c'est une trouvaille de Duno qu'on a trouvée fabuleuse. Oui, c'est un petit plus numérique, mais rien ne remplace la structure globale du plan. Puis je vois que Fabrice est là, c'était un bon parrain pour la postface du livre, et puis il y a forcément des échanges avec l'entreprise contributive et tout ce que tu as écrit aussi. Voilà. Donc nous, peut-être avec Laurence, il nous reste à vous dire un immense merci, déjà pour votre présence avec nous tous là ce soir. Vous êtes peut-être à l'envie de découvrir ce livre. Nous, on est dans vraiment l'envie de connaître votre avis, de connaître vos réactions. Surtout, donnez-les nous dès que vous le pourrez, dès que vous l'aurez parcouru. On sera vraiment avide de voir comment peut-être faire mieux les prochaines éditions, on verra. Mais quoi qu'il en soit, on vient ensemble là vous remercier. Et je ne voudrais pas finir cette soirée avant que l'on prenne un verre de l'amitié, que l'on se retrouve au 3e étage, juste un peu plus par ici, par l'ascenseur ici, pour les dédicaces si vous le souhaitez. Il y a Léa qui peut répondre à vos besoins et envies de livres. Il y en a d'autres aussi, ça peut vous donner envie d'en acheter aussi d'autres. Et puis là-haut, une coupe de champagne. Et surtout, merci à nos proches. Moi, je voudrais remercier mon mari qui est là ce soir. Je voudrais dire que nous sommes vraiment avec beaucoup d'amis, avec ma fille qui est là ce soir, avec nos enfants. On fait ça pour eux, avec eux, et c'est eux qui nous donnent la force et le courage de dire tout ce que l'on peut pour agir et pour agir mieux dans ce monde bien compliqué. Merci beaucoup. Merci à tous.